première question, c'est d'arriver à écrire à l'intérieur d'un conducteur l'équation qui détermine l'évolution dans le temps du paramètre ρ à l'intérieur d'un conducteur. Donc, essayez de voir comment vous pourrez arriver à déterminer ρ à l'intérieur d'un conducteur. Comme ça, vous saurez, est-ce que vous avez raison de dire que ρ égale 0 à l'intérieur de la densité, que la charge Q ou la densité de charge est nulle à l'intérieur d'un conducteur. Vous avez 3 minutes pour pouvoir répondre à cette question. Vous avez le droit de consulter vos documents, ce que vous avez fait en cours, ou alors de googler ça, ou alors de réfléchir. Faites comme vous voulez. Vous avez 3 minutes de réflexion avant que l'on bascule vers la solution. Je suis avec vous. Si vous avez des questions, vous les posez. Je suis là. Bonjour madame. Bonjour, bonjour. Oui, mademoiselle Derdouh. Madame, à partir de cours, قالوا لنا بلي dans le conducteur اسمه اسمها يا ربي l'eau très petite devant la densité de courant, donc négligeable, donc نقولوا عليها zéro. Mademoiselle, vous savez, toujours, on compare les choses de même nature. Je vais comparer ρ1 avec ρ2. Je ne vais pas comparer ρ avec la densité de courant. L'une s'exprime dans une unité et l'autre grandeur s'exprime dans une autre unité. Donc, si vous voulez, les choses que l'on compare sont de même nature. Donc, vous ne pouvez pas comparer ρ et J. Donc, votre explication ne tient pas la route. Non, ce n'est pas la réponse. Et là, en fait, on vous demande de trouver sur le plan mathématique comment s'exprime cette densité ρ et que tout le monde puisse constater par lui-même que réellement, cette densité de charge ρ réellement tend vers 0 ou est nulle. Oui. Merci pour votre réponse. Donc, je vous laisse encore l'occasion de donner une autre réponse.
Je vais essayer de vous donner une illustration pour essayer de vous aider à trouver la solution. Imaginez que vous avez un volume tau, un volume V, et qu'à l'intérieur, il y ait de la charge. Vous avez une certaine charge, et la charge qu'il y a dans ce volume, on la caractérise en charge par unité de volume, c'est-à-dire en utilisant le paramètre ρ. Seulement, ce paramètre ρ, il varie dans le temps. Pourquoi il varie dans le temps? Il peut varier ou ne pas varier, c'est possible. Il peut rester constant. Mais s'il varie dans le temps, ça veut dire qu'il y a eu mouvement de charge. Et quel est le vecteur qui décrit le mouvement de charge? C'est le vecteur densité de courant J. Est-ce que vous avez en mémoire une équation qui relie la densité de courant à la densité de charge ρ? Est-ce que vous avez en mémoire une équation comme ça? Parce que tout le raisonnement découle de ça. Tout. Alors, c'est quelle équation? Laquelle? Oui, madame. Plus divergence, mais delta. Divergence. Plus divergence de J est égale à 0. Très bien. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Donc, vous avez des ρ sur dt. C'est très bien. Donc, on commence à tenir le bout de la solution puisque si j'essaie d'exprimer autrement divergence de J, je vais me retrouver avec une équation qui ne me parle que de ρ. La divergence de J, c'est quoi? J. On a aussi J est égal à gamma fois E. Exactement. Exactement. C'est gamma, c'est la conductivité du conducteur, et gamma c'est la conductivité, et E, c'est le champ électrique. Et donc, ça donne quoi quand je les mets dans la divergence? On remplace J avec gamma E. Donc, Très bien. La divergence de gamma E plus d ρ sur dt est égal à 0. Exactement. Ensuite? Sur gamma, gamma fois la divergence de E plus d ρ sur dt est égal à 0. Oui. Enfin, on trouve la une divergence équation. Oui. Oui, la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Très bien. C'est ça. C'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Donc, je vais basculer vers la solution. C'est ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Et on va s'apercevoir, en fait, que nous allons trouver une équation qui a un drôle de comportement si gamma, c'est-à-dire la conductivité, est importante. Regardez, je bascule vers la solution. Vous la voyez, la solution? Très bien. Très bien. Donc, évolution de la densité de charge à l'intérieur d'un conducteur. Vous avez effectivement l'équation de conservation de la charge. Vous remplacez J par son expression qui est conductivité fois le champ électrique. Vous allez mettre l'équation 2 dans l'équation 1 et vous obtenez une divergence de gamma E d ρ sur dt égale 0. Ensuite, puisque gamma est une constante, elle n'est pas concernée par la divergence, elle sort. Ça me donne gamma divergence de E plus d ρ sur dt égale 0. Grâce à l'équation de Maxwell-Gauss qui dit divergence de E égale ρ sur epsilon 0, on obtient l'équation suivante. Là, on s'est entièrement débarrassé de J. Il ne reste que des constantes, gamma et epsilon 0, et il y a le paramètre ρ que l'on cherche à connaître. Alors, on va poser tau égale epsilon 0 sur gamma. Qui peut me dire qu'est-ce qui m'autorise à tau, en fait, est un paramètre de temps. Qui est-ce qui m'autorise à penser que epsilon 0 sur gamma, c'est du temps? Pourquoi ce ne serait pas des kilogrammes, par exemple? Waouh! Pardon, Mademoiselle Desmille. Excusez-moi, vous avez lancé l'enregistrement? Parce que j'avais oublié de le lancer, moi, personnellement. Merci beaucoup. J'ai oublié de faire cette opération tellement j'ai eu de soucis avec le microphone. Merci. Donc,
comme vous le voyez, qu'est-ce qui m'autorise à penser que taux est un temps, est un paramètre dont l'unité est le temps, la seconde? Est-ce que quelqu'un a une idée? Vous n'avez qu'à regarder l'équation que vous avez sous les yeux juste avant taux. Est-ce que quelqu'un a une idée? Très bien. Donc, ρ sur du... Voilà. Vous avez le deuxième terme qui est en ρ sur du temps. Donc, forcément, ρ que divise, entre parenthèses, epsilon 0 divisé par gamma, ça ne peut être que du temps. Parce que, toujours, si nous avons une équation, ça veut dire que tous les paramètres qu'il y a dans l'équation possèdent la même unité. Toujours. On associe les carottes avec les carottes, les pommes de terre avec les pommes de terre. C'est comme ça, ça ne marche pas autrement. Donc, on va plus loin et on trouve comme solution le paramètre recherché qui est ρ de t égale, si vous résolvez cette équation différentielle, vous trouvez ρ de t égale ρ0 exponentielle moins t sur taux. Vous pouvez me dire, oui, on a trouvé du ρ de t, mais on n'a pas trouvé 0. Je vais vous dire, oui, vous n'avez pas trouvé 0. Alors, ρ0, il faut savoir, c'est la densité de charge à un instant initial. Donc, vous pouvez me dire, non, on n'a pas 0. Pourtant, depuis tout à l'heure, on dit que dans un conducteur, c'est du 0. Eh bien, en fait, cette équation, quand vous regardez son exponentielle avec un signe moins et que vous mesurez la valeur de taux, vous allez très très vite comprendre que cette équation tend vers 0 très très vite. Même si par extraordinaire, par exemple, une charge apparaît dans un conducteur, vous essayez de la regarder, vous la trouvez disparue. Parce qu'au bout d'un temps t égale à taux très bref, elle disparaît. C'est pour cela que la deuxième question est posée et on vous dit calculez le temps de relaxation du cuivre. En fait, le temps de relaxation, c'est ce fameux paramètre taux et on vous demande de faire ce calcul de taux pour avoir une idée de la façon dont elle est capable de disparaître la charge, même si elle apparaît dans un conducteur. Donc, le temps de relaxation, c'est le paramètre taux et on vous demande de le faire dans le cas du cuivre. Vous êtes à la maison et si certains pouvaient nous donner la valeur de la conductivité du cuivre, puisque c'est elle qui va intervenir dans taux, on va faire le calcul pour le temps de relaxation du cuivre et comprendre le cuivre est un bon conducteur et comprendre pourquoi ρ égale 0 dans un conducteur. Quelle est la valeur de la conductivité dans le cuivre? Si quelqu'un a une réponse. Madame. Oui. C'est 59,6 fois 10 puissance 6. Mademoiselle, vous êtes en train de chercher toute seule ou vous êtes en train de lire une solution? Non, c'est de chercher. Okay. Voilà, parce que c'est exactement la même valeur et d'autres qui ont cherché pourraient trouver des valeurs légèrement différentes. En fait, ce que j'attends de ce TD, moi je peux vous faire une vidéo, je parle toute seule, je vous donne des explications et on s'en va. Moi, ce que je veux, c'est que les étudiants trouvent quelque chose par eux-mêmes. Donc, si quelqu'un a des solutions, je lui demande de ne pas consulter les solutions. D'accord? C'est mon souhait. Mon souhait, c'est que chacun arrive à comprendre quelque chose à partir de l'énoncé. Voilà. Donc, en fait, oui, c'est exactement la valeur que j'ai utilisée, mais je ne veux pas que les gens consultent la solution. Voilà. Je veux que chacun travaille par lui-même. Peut-être que vous avez effectivement trouvé cette valeur-là, et c'est très bien. Et je vous remercie donc pour cette proposition. Si on utilise cette valeur que vous venez de donner, on va calculer un certain taux. Regardez, je vais basculer vers la solution. Le temps de relaxation, c'est epsilon 0 sur gamma. On a dit ici qu'il avait exactement la dimension d'un temps. Et si on prend pour gamma égale 59,6, 10 puissance 6 par mètre, on trouve un temps taux égal à 1,48, 10 puissance moins 19 secondes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si une charge apparaît,
zoup, au bout de seulement 1,48 10 puissance moins 19 secondes, elle disparaît. Mais vous allez dire, elle disparaît où? Évidemment, elle disparaît pas, elle disparaît pas. On est en train de parler de l'intérieur d'un conducteur. S'il y avait la charge à l'intérieur d'un conducteur pour une raison ou une autre, elle ne va pas disparaître au sens, parce que les charges se conservent. Elle va se mettre sur les bords, par exemple, du conducteur. On a étudié le module d'électricité de première année et on a vu que dans un conducteur, les charges se mettaient à l'extérieur du conducteur. Donc là, le rho dont on est en train de parler, c'est ce qui se passe à l'intérieur d'un conducteur. Donc, regardez, ce temps est extrêmement faible. Et si je fais mieux, la charge disparaît au bout d'un temps t égal à tau dans le conducteur, et dans le cas d'un conducteur parfait, gamma est égal à l'infini. Donc tau égale 0. Et dans ce cas-là, il ne peut pas, dès le départ, y avoir de charge dans un conducteur parfait. Donc, soit le temps est très faible, et ça disparaît très très vite de l'intérieur pour se mettre sur les bords, soit carrément, elle ne peut pas s'y trouver. Voilà donc pour ce premier exercice. Si vous avez des questions, vous les posez, s'il vous plaît. Y a-t-il des questions? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Très bien, très bien. Soyez aimable et répondez parce que là, vu que la connexion n'est pas excellente, j'ai toujours peur que nous ne soyons plus ensemble. Donc, voici. Bien sûr, mademoiselle. L'épaisseur de peau, l'épaisseur de peau. En fait, et il y a de tout, parce qu'après, à l'intérieur vous verrez que dans votre conducteur, par exemple, quand on fait les relations de passage à l'interface avec un conducteur, on se dit le champ électrique ne va pas pénétrer, il va être égal à 0. Ça tient d'un peu tout. Et maintenant, focalisez sur la densité de charge. Focalisez sur la densité de charge. D'accord? Donc, maintenant, on va suivre ce paramètre et après, on va voir ce qui se passe après pour le champ électrique. Maintenant, l'objectif, c'est de suivre le comportement de cette densité de charge. Donc, la charge, si on la met dans le conducteur, elle ne va pas disparaître dans la nature, elle va se mettre sur les bords d'un conducteur. Mais le paramètre ρ ici désigne la distribution de charge par unité de volume. Donc, à l'intérieur de notre conducteur, il n'y en aura pas de charge. Voilà l'objectif de cet exercice. Donc, si personne n'a de questions, on peut passer à l'exercice numéro 2. C'est bon? Donc, exercice numéro 2, le voici. On nous donne une onde électromagnétique plane et harmonique qui se propage dans la direction OX et soit plus phi le déphasage contenu dans la composante EZ du champ électrique E. Alors, ici, on vous demande l'état de polarisation de l'onde en fonction de phi, mais là, je peux vous dire que c'est déjà partir comme si on savait tout faire. En vérité, avant cette question numéro 1, avant de déterminer l'état de polarisation, il y a une question qu'il serait souhaitable d'avoir. Ce serait laquelle? Avant d'étudier l'état de polarisation de l'onde, puisque étudier la polarisation de l'onde, c'est connaître le comportement du champ électrique de l'onde. Donc, avant de connaître son état de polarisation, quel est le paramètre qu'il faut connaître? C'est le champ. C'est le champ. Très bien, très bien. Donc, le champ électrique, déterminez-moi le champ électrique qui correspond à cet énoncé-là. Donnez-moi le champ électrique qui correspond à cet énoncé. Alors,
c'est une onde électromagnétique, plane, harmonique, qui se propage dans le sens des OX, qui possède un déphasage supplémentaire, phi, contenu dans la composante EZ du champ. Donc, chaque fois qu'on veut connaître un champ électrique, on a besoin de connaître deux choses. Le vecteur d'onde K et les composantes de E. Donc, avec ça, vous avez suffisamment d'éléments pour me donner l'expression de E. Je viens de voir que mon recording est en train d'avancer, mais j'espère que je ne l'ai pas lancé au tout début quand il n'y avait pas de son. Donnez-moi l'expression de ce champ électrique. EZ, madame. Pardon, jeune homme? EZ égale à E0Z, cosinus oméga t moins kx plus phi. Seulement EZ, il n'y a que EZ? Est-ce que vous avez une raison pour penser qu'il n'y a que EZ dans l'expression du champ? On a la composante EZ. Déjà, si vous voulez que je vous dise dans quel ordre on étudie un champ électrique, on commence d'abord à réfléchir à K. Donnez-moi l'expression de K, le vecteur d'onde. Madame. Oui. K, c'est KEX. Très bien, très bien. Oui, c'est juste. K égale K fois EX, c'est très bien. Et ensuite? Madame. Oui. Madame E égale E0 exponentielle I oméga t moins KX EZ. Seulement une composante EZ. Madame, parce que le phi fait le EZ. Oui. Donc نديروها ال E رايحة غير في ال EZ. Regardez. Quand vous avez... Oui, je vous écoute, Youssef. Je m'excuse. Madame, عندنا شغل un plan perpendiculaire على OX. شغل donc on a EZ et EY. Exactement. Donc, on a EZ et EY. C'est très bien. Donc, si je me pose... عندنا غير في EZ. Exactement. Ça veut dire, puisqu'on a le vecteur d'onde K, et nous avons déjà démontré que K est perpendiculaire au front d'onde, et à la surface d'onde qui contient le champ électrique. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste deux composantes, puisqu'on ne peut pas avoir la composante EX, mais on peut avoir la composante EY et EZ. Donc, déjà, comme selon seulement l'énoncé, nous avons deux composantes, EY et EZ. C'est très bien. C'est très bien. Donc, finalement, nous avons deux composantes du champ électrique. EZ, elle contient phi, mais Y ne contient pas phi. C'est tout. C'est très bien. Donc, si je vous demande de déterminer donc, déjà, on va basculer la solution parce que vous avez donné tous ensemble, vous avez donné tout ce qu'il fallait savoir sur l'expression du champ. Donc, on va basculer vers la solution pour regarder l'expression de E et voir qu'elle correspond bien à ce que vous venez de dire. Regardez, dans l'exercice 2, quand on étudie l'état de polarisation, regardez, on s'est inquiété de savoir quelle est l'expression du vecteur d'onde K, c'est la première préoccupation, et donc vous avez le champ électrique avec ses deux composantes, il ne peut pas avoir EX, puisque K est déjà selon EX, donc jamais E ne pourra avoir la composante EX, puisqu'il forme un trièdre direct, K, E, B, et forme un trièdre direct, donc on n'aurait pas pu avoir la composante EX. Vous voyez ici le vecteur d'onde K est perpendiculaire au front d'onde dans lequel c'est un plan de vibration dans lequel se trouve le champ électrique et le champ magnétique. Donc, certains vont penser ils m'ont donné l'expression complexe. Ils m'ont donné l'expression, est-ce que je me trompe pas? Vous m'aviez donné des expressions complexes, non? Quelqu'un répond?
Oui, en fait, quand on étudie l'état de polarisation, il faut écrire le champ avec ses expressions réelles. Regardez. Voilà. Donc, la composante EY, il y a oméga t moins kx, d'après l'état de K, le vecteur d'onde. Et dans l'expression de EZ, nous avons cosinus oméga t moins kx plus phi. Et vous regardez, vous constatez ici, vous pouvez me dire, pourquoi on a mis E0Y et E0Z? Pourquoi on n'a pas mis E0 ici, E0 là? Parce que jusqu'à présent, toujours on vous a donné le champ électrique sous l'expression E égale E0 exponentielle I oméga t moins KR. Mais on vous a jamais dit que E0, on vous a dit que E0 était un vecteur, mais chaque vecteur, comme le vecteur d'onde K, comme le champ électrique, chaque vecteur, il a des composantes individuelles. Par exemple, K, c'est KX, KY, KZ. Eh bien, E0, c'est E0X, E0Y, E0Z. Voilà. Donc, jusqu'à présent, vous avez répondu à quelque chose d'important, c'est la connaissance du champ électrique. Si je ne connais pas le champ électrique, je ne peux pas m'attaquer à la connaissance de la polarisation. Donc, je vais retourner à l'énoncé et faire des commentaires pour vous aider. Maintenant, lorsqu'on vous dit, est-ce que vous n'avez plus de questions? Est-ce que tout va bien? Allez, un volontaire répond. Bien. Donc, si on vous demande de connaître l'état de polarisation, c'est de connaître le comportement du champ électrique lorsque cette onde se propage. Eh bien, si je dois connaître le champ électrique lorsque cette onde se propage, ça veut dire que je dois connaître le comportement des composantes du champ électrique. Donc, pour connaître l'état de polarisation d'une onde, il suffit de trouver une équation dans laquelle apparaissent les composantes du champ EY et EZ et dans laquelle apparaît aussi ce fameux paramètre phi. C'est ce phi, c'est ce déphasage entre les deux composantes EY et EZ qui va être déterminant par rapport à l'état de polarisation de l'onde. Donc, essayez de découvrir, je vais rebasculer vers la solution pour vous laisser regarder EY et EZ, dans laquelle il y a aussi le paramètre phi. Essayez de construire une équation dans laquelle apparaît EY, apparaît EZ et apparaît phi. Tous ces trois éléments doivent se retrouver dans une équation unique. Donc, je bascule pour vous permettre de regarder EY, EZ et d'essayer de voir à partir de ces deux équations comment vous pouvez voir l'état de polarisation. Essayez de me construire une équation unique à partir de ces deux équations 1 et 2. Je vous laisse 3 à 4 minutes.
Est-ce que vous savez comment faire? Excusez-moi, je me suis absentée un moment. Est-ce que vous savez comment faire? Quelqu'un a une proposition? Pour connaître l'état de polarisation, on va essayer de trouver une équation dans laquelle apparaissent les composantes EY et EZ ainsi que la phase phi. À partir de là, on saura quelle est la nature et l'état de polarisation. Donc, l'état de polarisation. Est-ce que quelqu'un peut nous proposer quelque chose? Madame. Oui. Madame, je pense, je ne sais pas. J'ai EZ égale à E0Z cosinus oméga t moins kx plus phi. Oui, c'est ça. C'est ce qui est écrit sur l'écran. Oui. Le cos oméga t moins kx plus phi درتو بهذيك تاع transformation تاع هذيك la somme ou la différence de deux angles. après تخرج لنا جوغ وحده تبع الاو اي fois cos phi. C'était ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Après, on fait toute une gymnastique parce que l'équation dans laquelle qu'on est en train de viser, on veut pas, elle sera valable dans l'espace et dans le temps. Donc, on va essayer de ne plus voir ce paramètre temps et espace. Donc, c'est exactement ce que nous allons faire. On regarde la solution. État de polarisation, il suffit de suivre le comportement de champ électrique. Donc, si E, bien sûr, ça tout le monde le sait, si on découvre que E conserve sa polarisation, tout le temps la même direction, on parle de polarisation linéaire. Si l'extrémité de E décrit un cercle, c'est une polarisation circulaire. Si l'extrémité de E décrit une ellipse, c'est une polarisation elliptique. Mais sachez que même dans le cas de la direction, quand il conserve sa direction, l'extrémité de E, il est toujours dans la même direction. Donc, même ici, on aurait pu écrire extrémité de E décrit une droite. On aurait pu l'écrire ici, au lieu d'écrire conserve sa direction. Donc, pour la polarisation linéaire. Alors, on vient là et on fait. Donc, à partir de l'équation numéro 1, on se débarrasse du paramètre temps et espace. En écrivant que ce paramètre temps et espace, je peux le remplacer par EY sur E0Y. Ensuite, de même, je fais pour l'équation 2. Et j'obtiens que ça me donne EZ sur E0Z. Ensuite, on fait un développement. Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il serait possible de remonter juste un petit peu en haut pour que je vois la transition entre... Bien sûr. S'il vous plaît. Je vous en prie. Là? Voilà. Donc, ce que nous avons fait, c'est de diviser EY par E0Y et EZ par E0Z. Voilà. Donc, c'est dans l'une d'elles. Voilà. Et on obtient ça. Et ensuite, là, c'est du type cosinus A plus B. Donc, ça me donne cos A, cos B, moins. Vous savez que le cosinus ne marche pas. Ça veut dire qu'il ne mélange pas, il ne respecte pas le signe. Ici, c'est un plus et ça devient un moins. Il ne mélange pas, ça veut dire que les cosinus marchent avec les cosinus et les sinus marchent avec les sinus. Ça me donne cette relation cos-cos moins sinus-sinus. Et c'est égal à EZ sur E0Z, comme c'est donné ici dans l'équation 2. Donc, on combine, on met la 3 dans le 4 et on se retrouve avec une équation comme ceci, dans laquelle nous avons les composantes du champ et leurs amplitudes, amplitude et composantes du champ. Nous avons la fameuse valeur de phi qui nous intéressait, mais on est encore ennuyé parce que nous avons ce paramètre oméga x, donc on voulait Régine, Sadiq, s'il vous plaît, elle mute. S'il vous plaît. Voilà. J'ai éteint pour vous. Donc,
nous avons ici cette fameuse sinus oméga t moins kx. Là encore, on veut s'en débarrasser. On veut s'en débarrasser, donc on a fait quoi? La fonction sinus, c'est tout simplement racine de 1 moins cosinus. Eh bien, voilà, on remplace le sinus par 1 moins cosinus. Or, le cosinus, il vaut quoi? Il vaut EY sur E0Y, tel que donné par l'équation 3. Alors, vous pouvez me dire, pourquoi on n'a pas laissé le sinus du côté gauche de l'équation? Parce que tout simplement, on n'aime pas beaucoup voir des équations avec des racines, et le meilleur moyen de s'en débarrasser, c'est d'élever au carré. Mais si on les élève au carré avec un autre terme à côté, on va avoir le double produit dans lequel il va y avoir encore la racine. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On isole la racine d'un côté, comme on vient de le faire à travers cette équation. Comme ça, quand on va élever au carré, on se débarrasse définitivement de la racine et on obtient cette équation-là. Voilà. Après, on fait des développements et on trouve cette équation-là. Si cosinus carré phi, le sinus carré phi me donne 1. Donc, à côté de 1, nous avons EY au carré sur E0Y au carré qui apparaît ici. Et pour EZ, ils sont déjà là, ils sont élevés au carré déjà. Le double produit avec le cosinus phi et il reste à droite le sinus carré phi. Voici la fameuse équation qui me donne la nature de la polarisation. Donc, en jouant sur les valeurs de phi, mais en jouant, en spécifiant des valeurs de phi, on va tomber sur des équations particulières. Regardez comment. Ah oui, quelque chose d'important, c'est que nous avons à faire des fonctions périodiques et toutes les valeurs possibles de phi sont ce qu'on appelle équivalentes à certaines valeurs qui sont les valeurs principales. Et ces valeurs principales de phi, elles sont toutes contenues entre moins pi ouvert et pi fermé. Il suffit d'ajouter, chaque fois que vous ajoutez pi ou 2pi, vous allez retrouver une valeur, à cause des fonctions périodiques, équivalente à quelque chose qui se trouve là. Donc, on n'a pas besoin de s'embarrasser de tout, plus de kpi, moins de kpi et tout. On sait que si on comprend ce qui se passe pour les valeurs principales, à 2 kpi près, on sait ce qui se passe pour les autres valeurs de phi possibles. Donc, les valeurs principales possibles que l'on dégage, qui correspondent à la polarisation linéaire, sont la valeur de 0 et pi. Elles sont contenues dans cet espace-là, dans cet intervalle-là. Et si on les injecte dans cette équation de polarisation grand 1, on trouve du type EY sur EZ égale plus ou moins E0Y sur E0Z. C'est une équation qui correspond à une droite. Et une droite, vous voyez bien, ça sera du type EY égale constante, puisque c'est des paramètres constants, les amplitudes, fois EZ. Donc, nous avons l'équation d'une droite. C'est pour ça qu'elle s'appelle polarisation linéaire. Si phi égale plus ou moins pi sur 2, si on les injecte dans cette équation qui donne la nature de la polarisation, on obtient ça. Quand tout le monde regarde ça, on reconnaît l'équation de quoi? À quoi correspond l'équation? Non, regardez bien pour voir si c'est un cercle. Ellipse. C'est une ellipse, exactement. C'est l'équation d'une ellipse. Pour que cette ellipse, pourtant j'ai choisi les valeurs plus ou moins pi sur 2. Pour que cette ellipse devienne un cercle, qu'est-ce qu'il faut? Il faut obligatoirement que E0Y soit égal à E0Z. Comme ça, ils vont passer de l'autre côté et je vais avoir quelque chose qui ressemble à x carré plus y carré égale r carré. Dans cette configuration-là, c'est une ellipse. Donc, on regarde plus bas. Si de plus, E0Y égale E0Z égale un paramètre E0, à ce moment-là seulement, on parle d'un cercle, de l'équation d'un cercle, donc une polarisation circulaire. Alors, pour toutes les autres valeurs de phi, différentes de 0 et pi, différentes de pi plus ou moins pi sur 2, et différente de cette pi plus ou moins pi sur 2, pour avoir la polarisation circulaire, elle est obligée d'avoir E0Y égale E0Z. Sinon, c'est pas une polarisation circulaire, c'est seulement une polarisation circulaire. C'est pour ça que l'on dit, pour tous les autres cas, j'aurais dû laisser de l'espace ici,
pour tous les autres cas, y compris le cas où phi égale plus ou moins pi sur 2, mais E0y différent de E0z, nous avons une polarisation elliptique. Voilà pour la question état de polarisation. Donc, si vous avez des questions, vous les posez. Je vous écoute. Regardez bien ce que vous avez sous les yeux. Et voyez si vous avez... Oui, mademoiselle? Madame, juste في الفوق PL, polarisation linéaire. Oui, mademoiselle. D'accord. Oui, oui, parce que ça ressemble à l'équation d'une droite. EY égale à une constante, 0y sur EZ, c'est une constante, plus ou moins EZ. Donc, c'est du type Y égale A fois X. Y égale A fois X, c'est l'équation d'une droite. Donc, c'est une polarisation linéaire. Avez-vous des questions? Parfait, parfait. Donc, on va passer à la question 2 de l'exercice. On vous dit, alors, on choisit phi égale pi sur 2. Et l'angle formé par le champ électrique et l'axe OY vaut pi sur 4. Quelle est la nature de la polarisation de cet angle? J'attends. Vous avez 2 à 3 minutes de réflexion. Prenez tous les éléments qu'il y a dans l'énoncé. Est-ce que vous préférez que je bascule vers la solution pour pouvoir voir les éléments? Voilà, c'est fait. Voilà. Donc, on vous dit que phi égale pi sur 2 et on vous dit que la direction du champ électrique est de pi sur 4. Quelle est la nature de cette polarisation? Pourquoi? Les composantes sont égales. Et vous êtes en train de dire les composantes. Et les composantes, elles s'appellent comment? Y et EZ, ماشي E0Y. C'est l'élongation, c'est l'élongation. Ce n'est pas E0Y. Nous, on a dit E0Y. De plus, c'est une tentative, mais évidemment, ce n'est pas une réponse correcte. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous avez une polarisation, qu'elle soit de nature circulaire ou elliptique, toujours, qu'est-ce qu'il fait le champ électrique en avançant? Il tourne. Il tourne, il tourne. Donc, que la polarisation soit de nature circulaire ou qu'elle soit de nature elliptique, il y aura un moment ou un autre où elle passera par pi sur 4, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. Donc, regardez ici, regardez, même pour une polarisation elliptique, à un moment donné, quand le champ il tourne, il va passer par pi sur 4. Est-ce que ça veut dire que c'est... Bon, voilà, j'ai dessiné une polarisation elliptique. Est-ce que ceci vous permet de dire... Naam. Pardon, je m'excuse, madame. Je vous en prie. Pourriez-vous, madame, répéter, s'il vous plaît? Laquelle? Quelle partie? De ça, de pi sur 4. Voilà. J'ai dit
quand on voit pi sur 2 pour phi, on est tenté de dire polarisation circulaire. Mais j'ai dit que la polarisation circulaire, il ne suffit pas d'avoir phi égale plus ou moins pi sur 2. Il faut aussi avoir E0y égale E0z. J'ai dit, regardez, vous avez dit, voilà, si c'est pi sur 4, alors ça me donne EY égale EZ. Ah, j'ai dit oui, je veux bien que EY soit égal à EZ, mais cela ne veut pas dire que E0Y égale à E0Z. L'égalité des élongations ne démontre pas l'égalité des amplitudes. Et nous, ce qu'on veut, c'est E0Y et E0Z. Or, j'ai fait exprès de vous représenter ici une propagation avec une situation elliptique. Comme vous le voyez, le champ électrique ici représenté en noir, en avançant, il tourne. Il tourne soit dans ce sens, soit dans ce sens. Ça dépend si c'est droite ou gauche, mais il tourne. Et toujours, il est obligé de passer par pi sur 4, comme il est obligé de passer par 0, comme il est obligé de passer par pi. Donc, est-ce que vous considérez que vous avez suffisamment de réponses? Et en plus, je vais aller plus loin. Si phi est égal à pi sur 4 tout le temps, ça veut dire que je suis en train de parler d'une polarisation linéaire. Or, la polarisation linéaire n'est possible que pour 0 et pi. Donc, la polarisation n'est pas possible puisque c'est pi sur 2. Mais entre les deux, elliptique et circulaire, les éléments qui sont donnés ne sont pas suffisants pour décider que vous avez affaire à une polarisation circulaire. Donc, à pi sur 4, à phi égale pi sur 4, pas assez d'éléments pour décider. Donc, la solution générale, c'est polarisation elliptique. OK? Est-ce que ça vous va? Oui, madame. Très bien. Donc, nous allons aller vers la troisième question. La troisième question, elle dit quoi? Elle dit, l'observation de la polarisation se fait toujours selon le sens opposé à celui de la propagation. Ça veut dire, je suis en train de vous imaginer tous en face de vos ordinateurs ou en face de vos tablettes ou en face de vos téléphones portables ou de vos mobiles. Vous êtes en train de regarder l'écran. Et l'observation de la polarisation se fait toujours dans le sens opposé à celui de la propagation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'onde est en train de s'éloigner de vous, elle va vers l'ordinateur ou elle va vers la visu. L'observation, vous qui observez, est-ce que vous allez l'attendre du côté du micro ou est-ce qu'au contraire vous allez envisager que vous êtes en face de l'onde qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase? L'observation. Oui, mademoiselle. D'accord. Madame, c'est-à-dire que toujours on observe qu'elle est toujours le sens opposé. Ça veut dire qu'on observe toujours une onde qui vient vers nous. Oui. Voilà. L'observation, moi, quand je regarde vers l'ordinateur. L'observation se fait toujours dans le sens opposé de moi vers l'ordinateur à celui de la propagation. Ça veut dire que l'onde, elle vient de l'ordinateur vers moi. Ça, c'est pour fixer le sens d'observation. C'est comme lorsqu'en première année, on vous a parlé de repères. On vous a dit, il faut absolument vous repérer pour pouvoir savoir qu'est-ce que vous êtes en train de dire, est-ce que nous sommes dans le sens du mouvement ou pas dans le sens du mouvement. Donc, c'est important d'avoir ce repère. Et en optique aussi, on a ce genre de repère qui est posé ici. On vous dit, si phi égale pi sur 4, la polarisation est-elle droite ou gauche? Comment on fait pour connaître l'état de polarisation? Par rapport à sa configuration droite ou gauche, comment on fait? Je vais vous le dire, on regarde la dérivée des composantes. C'est-à-dire ici que nous avons EY et EZ. Il suffit, on n'a pas abordé ça en cours, donc
Donc, pour pouvoir connaître... Pourquoi madame on dérive? Je m'excuse. C'est une façon de vous dire quelle est... c'est comme lorsque vous regardez, par exemple, un mouvement. Il a une vitesse. Oui. Vous pouvez vous intéresser à l'accélération. C'est la dérivée par rapport au temps. Et après, à partir de ce paramètre-là, s'il va dans le sens de la vitesse, alors c'est bien. On sait que c'est un mouvement accéléré. S'il va dans le sens opposé, on sait que c'est un mouvement décéléré. Ça obéit à cette même logique. D'accord. Voilà. Donc, si on regarde le comportement de la dérivée par rapport au temps des composantes, regardez ici, je vous donne le tout début, voilà, le sens de la polarisation, il est fixé par ces paramètres-là. Si vous les regardez, essayez, vous avez vos expressions de EY et de EZ, essayez de voir dans quelle mesure ces dérivées vont vous parler. Voilà, je vous donne 1 ou 2 minutes, puis on va se reparler. Madame, Oui. on dérive برك. Dérivé, oui. C'est bon, madame, c'est moins oméga E0 sinus oméga t moins kx et moins oméga E0 z sinus oméga t moins kx plus racine de 2 sur 2. Voilà, vous êtes tous en train de voir la solution. On va se positionner en x égale 0 juste pour simplifier la grandeur à dériver. On dérive et on trouve ces paramètres-là. Et ensuite, à t égale 0, on a ça. Et donc, dérivée de EZ par rapport au temps, c'est moins oméga E0Z sinus phi. Donc, si notre phi est positif, ça veut dire que la composante, la façon de varier de EZ est négative. Et on parle alors de sens droite ou aiguille d'une montre. Ça veut dire que le champ électrique, il tourne comme les aiguilles d'une montre.
Oui. Et si phi est négative, alors sens gauche ou trigonométrique. Voilà. Le sens gauche ou trigonométrique. Oui. Madame, c'est قالوا لنا pi sur 4. أنا حسبتها. On est d'accord, mademoiselle. Si phi égale positif, phi est égal à combien ici? Il est égal à Pi sur combien? 4. معناتها Il est positif ou négatif, mademoiselle? positive, madame. Donc, nous sommes dans quelle situation? D'accord. Avec la main, madame. Voilà. Sens droite. C'est tout. Oui. Et l'exercice est terminé. Avez-vous des questions? Avez-vous des questions? Oui, madame. Oui, jeune homme. Madame, si la première question, O, E, c'est suivant EY et EZ. Vous parlez de l'énoncé. Vous voulez Oui. que j'aille vers l'énoncé? Vous voulez que je fasse ça? Je crois que c'est comme vous voulez. المهم تفهميني برك madame. D'accord, allez-y. عندنا madame يا أخي شغل كا واسمو سي suivant EX. Oui, jeune homme. وكيما يقولولناش والو شغل زعما مدام دونك شغل directement E c'est suivant EY et EZ. Ici madame il demande B. شغل حتى B راح يكون suivant EY et EZ. Mais bien sûr, jeune homme. Mais bien sûr. Ah d'accord. Mais bien sûr. Parce que B va être perpendiculaire à E. Oui. Il va être perpendiculaire à E, mais surtout, le lien directeur, il va être perpendiculaire à K. OK? Mais madame شغل زعما قادر يكون شغل E c'est suivant EY et EZ et B راح يكون suivant EZ برك. Jamais. Pourquoi? Parce que sur le plan. ils sont perpendiculaires à K, mais ils sont aussi perpendiculaires entre eux. E et B sont perpendiculaires entre eux. Si vous prenez B seulement EY, ça veut dire que il n'est pas perpendiculaire à E. Or, nous, on sait que E est perpendiculaire à B. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Donc, oui. Bien sûr. Me voilà. Me voilà. Si j'ai basculé. Oui. L'utilité de cette première phrase, c'est comme lorsque nous, on fait de l'optique. On vous dit que le sens positif en optique, c'est vers la droite. Et l'on vous dit, parce que quelqu'un peut être en train de regarder une source qui s'éloigne de lui, un champ qui s'éloigne de lui. Il va le voir en train de tourner dans le sens trigonométrique. Est-ce qu'il va parler de sens droite ou de sens gauche? C'est de l'information, mademoiselle. Quelqu'un qui voit une onde s'éloigner de lui et tourner dans le sens trigonométrique, ça veut dire qu'en réalité, il est en train de tourner dans le sens des aiguilles d'une montre par rapport à nos conventions. C'est comme le sens du courant. Le sens du courant. Tout le monde sait que c'est le sens inverse des électrons. Vous le savez, ça. Quand vous calculez le courant, vous vous posez la question, est-ce que les électrons passent par là ou ne passent par là? Mais ça fait partie d'une information fondamentale. D'accord? Qui appartient aux conventions et à ce que nous entendons par ceci, droite ou gauche, etc. Voilà, donc s'il n'y a plus de questions par rapport à cet exercice, on passe au dernier exercice de la séance, qui est l'exercice 3. Alors, pour l'exercice 3, vous avez... Est-ce qu'il n'y a plus de questions? Je me permets d'entamer l'exercice 3. C'est bon? Très bien. On considère une onde plane dans un milieu isotrope et non chargé. Alors, ici, il y a une information importante qu'on va apprendre à retrouver, c'est que dans un milieu isotrope, le vecteur d'onde K
est parallèle au vecteur de Poynting. Dans les milieux anisotropes, ce n'est pas le cas. Mais dans les milieux isotropes, R est parallèle à K. Alors, essayez de trouver une relation. Qu'est-ce que c'est que deux vecteurs parallèles? Qu'est-ce qu'on peut dire de deux vecteurs parallèles? Deux vecteurs sont parallèles si je peux les écrire. Si je vous dis par exemple que A est parallèle à B, qu'est-ce que ça veut dire? Comment je peux écrire A en Ça veut fonction de dire B? A égale, le vecteur A égale, par exemple, à une constante alpha fois B. B. Très juste. Eh bien, pour démontrer que le vecteur de Poynting est parallèle au vecteur nom de K, essayez de chercher, dans les relations que vous connaissez, une manière d'écrire R est égal à alpha K. Je vous laisse quand même, ça mérite bien 4 à 5 minutes. Donc, vous êtes parti pour réfléchir par rapport à ça et trouvez-moi une relation qui me démontre que R est égal à alpha K. Si vous trouvez cette relation, ça veut dire que R est parallèle à K. Oui, Youssef, Je crois, madame, que j'ai une réponse. allez-y. On a, madame, écrit R, c'est E vectoriel H. Oui, Et ensuite, c'est égal à 1 sur mu 0 fois E vectoriel B. très juste. Et, et aussi, on a B est égal à K vectoriel E. Sur oméga. Ouais, voilà, et voilà, sur oméga. Et on Oui, injecte. oui, on injecte. Ensuite, on continue. Ensuite, on continue. Allez-y, 1 à 2 minutes. C'est exactement la démarche qu'il faut. C'est par là qu'il faut aborder le problème. C'est très bien. Allez-y. Dans 1 minute ou deux, on regarde la solution. Très bien.
Donc, si vous le permettez, si quelqu'un a quelque chose à compléter, sinon on bascule vers la solution. On a madame E vectoriel. Ensuite, madame, on va, bon, le muhim, c'est R égale à 1 euh, sur, Oméga mu 0. voilà, fois E vectoriel K vectoriel E. Oui, C'est comme ça, madame. oui, c'est juste. Et ensuite, on aura, مع اللي قاعدين في l'analyse vectorielle que شغل 3 vectoriels, شغل ça sera égal à K fois E scalaire E Oui, moins E fois K scalaire E. c'est très juste. Et on a K scalaire E, c'est égal à 0 parce qu'ils sont perpendiculaires. Parce que nous sommes dans un milieu non chargé. Parce que ça, K scalaire E, provient de la divergence de E. Et la divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Ah oui, c'est égal à 0. Et c'est parce que c'est égal à 0. S'il y avait de la charge dans le système, on aurait eu peut-être des difficultés à s'exprimer. D'accord? Ah, bon. Moi, madame, je croyais parce que c'est perpendiculaire. Oui, mais s'il y avait eu de la charge, parce que l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E est égale à ρ sur epsilon 0. Divergence de E, on a vu qu'elle pouvait s'écrire sous la forme plus ou moins IK scalaire E. Ça, c'est très bien. Seulement, c'est le membre de droite qui pose problème. Si on a 0, c'est qu'ils sont perpendiculaires. Si on a ρ, est-ce que si j'ai un produit scalaire qui n'est pas égal à 0, est-ce que je peux dire que K et E sont perpendiculaires entre eux? Oui, madame, non. Voilà, très bien. Donc, on bascule vers la solution et on regarde R parallèle à K dans un milieu isotrope. On se pose cette question. Eh bien, R est parallèle à K. Si c'est vrai, ça veut dire que R est égal à alpha K. Et avec le champ électrique donné par cette expression, on écrit R, c'est le vecteur de Poynting, E vectoriel H, E vectoriel B, avec B donné par ceci, que je peux injecter dans l'équation. Nous avons à faire un double produit vectoriel. On a dit, quand j'ai A vectoriel B vectoriel C, c'est bac moins cab. Celui qui a son bac, il prend son cabas. Donc, bac, regardez, A, B, C. Donc, B, A, C, ça fait bac, moins cab. Cab, voilà, A, B. Et ça me donne ça. Donc, comme il n'y a pas de charge, donc la divergence E scalaire K me rappelle l'équation de Maxwell-Gauss, divergence de E. Et comme ρ égale à 0, ce terme disparaît. Et donc, tout ça disparaît. Il reste seulement un scalaire E carré, puisque c'est E scalaire E, c'est E carré, fois le vecteur d'onde K, sur une constante. Donc, tout ça, c'est du type alpha K. Et donc, on a bien démontré que R était parallèle à K. C'est très bien. Voilà. Donc, pour la première question, les éléments de réponse ont été donnés et c'est bien. Vous avez bien contribué à la réponse. C'est très, très bien. Donc, on va, si vous n'avez pas de questions, basculer vers la question 3. La question 2 de l'exercice 3. Des questions? Non. Bien. Très bien. Voici la deuxième question. En rapprochant l'équation obtenue, c'est-à-dire, c'est qu'est-ce qu'on a obtenu comme équation? On a obtenu que R est égal à alpha K. En rapprochant l'équation obtenue de la relation cinétique J est égal à ρV, déduire la vitesse de propagation de l'énergie. Nous, jusqu'à présent, on a toujours parlé de la vitesse de phase ou bien de la vitesse de l'onde. La vitesse de l'onde, c'est la vitesse de phase. Mais ici, on veut la vitesse de propagation de l'énergie. La vitesse de propagation de l'énergie. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Oui, Zénikri.
pour vous aider, je vais vous dire la chose suivante. Le vecteur de Poynting représente en électromagnétisme l'équivalent de J en électrocinétique. L'un traduit le mouvement R, traduit le mouvement de l'énergie électromagnétique. J, il traduit le mouvement des charges. Rho, en électrocinétique, parle de la densité de charge. Nous avons un équivalent qui est la densité d'énergie électromagnétique, U. Donc, essayez de voir si vous pourriez écrire R est égal à U fois une certaine vitesse. Si vous le faites, ça veut dire que vous avez découvert la valeur de la vitesse de l'énergie. Puisque dans le cas J égale ρ V, V représente la vitesse de ρ, si vous voulez. Représente la vitesse de la densité de charge ρ. Une proposition? Ahmed, avez-vous quelque chose à dire? مازال مدام. Allez, je vous laisse encore un peu de temps.
Bien. Je vais basculer. Oui, mademoiselle? Madame, normalement, la vitesse, c'est dr sur la surface. La vitesse, Non, c'est R. Vous c'est parlez- égal. Égal c'est R sur la surface. Le vecteur de pointing divisé par la surface, c'est ça? dr sur ds, madame. Pour trouver quoi? La vitesse, madame. Pourquoi? Madame, parce que le R, c'est watts par mètre au carré. Oui. Et la vitesse, c'est mètre sur la... Bon, madame, demain déjà la séance, pas les fêtes. De la question, t'as les vitesses. Non. Non. C'était dans un autre cadre. Je ne me rappelle pas de quel point en particulier vous parlez, mais on n'a pas encore rencontré cette situation. Donc, je vais basculer vers les éléments de réponse qu'il y a dans la solution et on va voir. D'abord, ce que vous êtes en train de dire, si vous divisez R par S, vous allez quoi avoir? Watts par mètre carré divisé par mètre carré. Ça veut dire que vous allez avoir des watts par des mètres à la puissance 4. Est-ce que vous trouvez que ça correspond à une vitesse? Je vais juste faire une analyse aux dimensions. Est-ce que Non. des watts par mètre carré correspond à une vitesse? Non. Non. Donc, il y a déjà un problème par rapport à votre élément de réponse. On va regarder ce qu'il y a pour la vitesse. Rho, le mouvement de l'énergie, est donné par ce vecteur R. J, le mouvement des charges, est donné par ce vecteur densité de courant. De même, on va rapprocher la densité d'énergie électromagnétique de la densité de charge. On va dire que celui-là, c'est comme vous dites, le ministre des Affaires étrangères algérien a rencontré son homologue français. Son homologue français, c'est Macron. C'est pas Macron. C'est le ministre des Affaires étrangères française. D'accord? Donc, l'homologue, ça veut dire l'équivalent. Il a exactement les mêmes fonctions, même si c'est dans un autre pays, dans un autre domaine. D'accord? Donc, R est l'équivalent de de J, l'un pour l'électromagnétisme, l'autre pour la densité de courant, et U, son équivalent, c'est une densité électromagnétique en électromagnétisme. Elle correspond à, dans le domaine cinétique, électrocinétique, à une densité de charge. Donc, on va écrire R. Si on arrive à écrire R est égal à U fois V, ça va ressembler à J est égal à Rho fois V. Donc, on aura découvert la vitesse de la densité d'énergie électromagnétique. Alors, on va regarder ce que les mélanges ont donné. On avait obtenu R est égal à E carré sur mu 0K, c'est l'équation précédente, celle-là qui me donne le parallélisme. On va faire quoi? On va essayer de... on a multiplié en haut et en bas par epsilon. On a pris cette équation, on a multiplié en haut et en bas par epsilon. Et donc, quand on regarde le paramètre epsilon E carré, si vous vous rappelez bien, epsilon E carré représente le paramètre densité d'énergie électromagnétique. Est-ce que vous vous rappelez de ça? On a fait ça la séance précédente. Voilà. Ensuite, au dénominateur, qu'est-ce qui reste? Il reste mu 0, epsilon, mu 0 epsilon. Mais mu 0 epsilon, mu 0 epsilon. Voilà, on les a éclatés ici. Regardez qu'est-ce qu'on a fait. Le vecteur oméga, c'est 1 sur V, madame. K sur oméga, exactement. K sur oméga, c'est 1 sur V. Et 1 sur mu 0 epsilon, exactement comme dans le cas où on a 1 sur mu 0 epsilon 0, on peut le remplacer par quoi? 1 sur mu 0 epsilon 0, on peut le remplacer par C au carré. Mais 1 sur mu 0 epsilon, on va le remplacer par V au carré. Donc, on regarde un peu plus bas. Avec K, comme il a dit votre camarade, c'est oméga sur V. Donc, K sur oméga, je peux le remplacer par 1 sur V. Et mu 0 epsilon V carré égale à 1. Donc, V, c'est 1 sur mu 0 epsilon. Donc, finalement, si j'ai 1 sur V fois V au carré, ça me donne V au carré sur V. Ça me donne V. Ça me donne U
fois V fois ce vecteur unitaire, donc c'est U fois la vitesse. Je vais avoir quelque chose qui ressemble à U fois la vitesse. Avec la vitesse, comment je l'ai trouvé ici? J'ai trouvé que c'est la quantité 1 sur mu0 epsilon. Voilà la vitesse de l'énergie dans un milieu où nous avons affaire à un milieu non magnétique, c'est-à-dire mu0, un milieu de permittivité diélectrique epsilon, ce sont des grandeurs réelles ici prises. Hein. Donc, et dans le cas du vide, si je regarde, je remplace epsilon par epsilon 0, je trouve la réponse que tout le monde connaît, que la vitesse de l'énergie dans le vide, c'est 1 cc, c'est 1 sur racine de mu0 epsilon 0. Et voilà pour la fin de cet exercice. C'est terminé. Donc, on a fait des petites manipulations, des petits changements ici, et on s'est rendu compte qu'on avait un terme V carré sur V ici, et nous avons affaire à une grandeur V qui s'appelle aussi bien oméga sur K ou bien 1 sur mu0 epsilon. Donc, notre vitesse de l'énergie dans un milieu donné, c'est du type 1 sur racine de mu0 epsilon, en considérant que le milieu n'est pas magnétique. Et epsilon réel. Donc là, on est en train de parler de milieux plus sophistiqués que ça, où epsilon pourrait être complexe. Avez-vous des questions? Très bien. Non, madame, si, j'ai. Allez-y, je vous écoute. Alors, madame, c'est quoi un milieu linéaire? Un milieu linéaire. Attendez, je regarde les énoncés qui suivent. Tac, tac, tac. Un métal. Matériel linéaire. Donc, en principe, en cours, vous avez vu ce que c'est qu'un milieu linéaire. Un milieu linéaire. Sur le juste, oui. Un milieu linéaire, c'est un milieu où la polarisation du milieu, qui est la réponse d'un milieu à une excitation par un champ électrique, peut s'écrire sous la forme epsilon 0 qui fois E, ou qui représente un tenseur d'ordre 2, c'est-à-dire une matrice. Une matrice. Donc, la linéarité s'écrit sous la forme soit P égale epsilon 0 qui E avec qui matrice, soit D est égal epsilon 0 epsilon R fois E avec epsilon R matrice. C'est lorsque D, c'est le vecteur excitation électrique, c'est le vecteur déplacement. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Donc, madame, déjà. D égale, je m'excuse, D égale soit à epsilon, déjà, si j'écris epsilon tout court, eh ben, c'est une matrice fois E. C'est, si vous écrivez que votre vecteur excitation électrique D est égal à epsilon fois E, ça veut dire que vous êtes avec epsilon matriciel, ça veut dire que vous êtes dans un cadre linéaire. Donc, dans l'exercice 5, nous allons voir ça. En principe, ces éléments de linéarité font partie des éléments enseignés en cours, mais ça fait rien, on va les introduire au fur et à mesure. Donc, la linéarité suppose cela. Madame, j'ai lu dans un ouvrage que si la perméabilité magnétique et la permittivité électrique ne dépendent pas des champs appliqués. Oui, c'est ça. C'est ça. Écoutez, madame, D égale à epsilon fois E. Donc, sur le... Et regardez, c'est très bien ce que vous êtes en train de dire. Quand j'écris que D, allez, on va se focaliser sur D. Quand j'écris que D est égal à epsilon fois E, le epsilon, j'ai dit que c'était une matrice, mais je n'ai jamais dit que epsilon dépend de E. J'ai simplement dit que D est égal à epsilon fois E avec, pour E, pour epsilon, une écriture matricielle indépendante de E. Ah, matricielle. Oui, j'ai dit matricielle. D'accord. Madame, si vous avez un كانش matriciel, non. لا même aucun ما كانش matriciel. Par exemple, يكون scalaire. Quand j'écris D est égal à epsilon avec epsilon scalaire fois E, c'est un cadre linéaire. Mais madame, il dépend. عندنا epsilon égal à D sur... لا عندنا D est égal à un scalaire fois E.
On n'a pas dit que le scalaire, il dépend de E. Non. La linéarité, c'est à partir du moment où vous avez votre écriture, que ce soit par exemple D ou P, ou pour le champ magnétique, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est égal à un bloc matriciel indépendant de E ou de B fois le champ E, seulement le champ E, multiplié par seulement le champ E, alors vous êtes dans une situation de linéarité. Voilà. D'accord. Voilà. Bonjour madame, physiquement, c'est quoi? Physiquement, cette réalité va vous apparaître à travers le dernier cours quand on fera de la non-linéarité. On va voir des termes supplémentaires qui vont venir se greffer, qui vont venir rallonger la liste. Eh bien, vous n'allez plus avoir P est égal à matrice fois E. Vous allez avoir P est égal à un bloc qui n'est plus une matrice, mais qui est sur une matrice dans le volume. Fois E, vous allez avoir des caractères carrés, vous allez avoir, donc vous allez casser. C'est comme si je te disais, tu as la fonction y égale ax. Ça, c'est une droite, c'est un comportement linéaire. Oui, linéaire. Mais si je commence à écrire a fois x au carré et tout, je ne suis plus dans un cadre de linéarité. Oui. Voilà, ça fonctionne pareil dans le cas de ces grandeurs vectorielles que l'on manipule. La linéarité s'arrête quand on s'arrête qu'avec le champ E une fois, et le champ E aussi n'est pas inclus dans l'écriture du bloc matriciel. Ça va? Oui, madame, très bien. Voilà. Merci. Voilà. Quelqu'un d'autre a-t-il une question à poser? Sinon, on lève la séance. Oui, Et madame. je voulais vous dire, oui, J'ai une autre question. je vous en prie. Un milieu dispersif. Un milieu dispersif, c'est un milieu où quand on regarde une équation de dispersion, même si elle est compliquée, ça ne veut pas dire que le milieu est dispersif. Lorsque, par exemple, vous dites K égale oméga sur V, supposez que je dise K égale oméga sur C. Ce milieu n'est pas dispersif. Ce milieu n'est pas dispersif. Mais si je dis K est égal à oméga sur V, avec V est égal à C sur N, ça veut dire que le comportement de cette vitesse va isoler les oméga de façon particulière. Donc, Par madame, exemple, N n'égale pas 1, c'est ça? Exactement. N, il va dépendre, il va impliquer un paramètre oméga. Il va impliquer la fréquence elle-même. Et à ce moment-là, comme dans le cas d'un prisme, vous envoyez une lumière blanche, par exemple, elle ne va pas continuer tout droit. Chaque fréquence va avoir son propre comportement, donc son propre angle de réfraction. Ah oui, d'accord. Donc, il disperse. On dit qu'un prisme est capable de disperser, puisqu'il va répondre à chaque longueur d'onde de façon particulière. S'il répond à tout le monde de la même façon, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispersion. Mais s'il isole le comportement individuel par rapport à la fréquence, par exemple, à ce moment-là, on parle de milieu dispersif. Ici, la vitesse, comme elle dépend de la liste, voilà. Et le N dépend de oméga, donc il y a de la dispersion qui se produit. D'accord, merci madame. Je vous en prie. Donc, je vais lever la séance. S'il n'y a plus de dernières questions, je lève la séance. Et je voulais vous dire, pour les devoirs que je vous ai demandés, ce n'est pas la peine de me les envoyer par voie électronique. Je ramasserai tout ça à la reprise. D'accord? C'est quoi le devoir, madame? J'ai donné un devoir sur feuille quand on était en présentiel, et j'ai donné la solution que je vous ai envoyée, que votre camarade, en principe, Camélia Desmille, vous a transmis à tous sur votre drive. Il y avait une question qui était posée dans la solution. C'était la 6e question d'un exercice. Oui, madame, la 6e. Donc, chaque fois que je demande un devoir sur feuille pour le moment et que je ne vous dis pas de le rendre par voie électronique, vous me le rendrez sur papier à la rentrée. Bon courage. Je lève ma séance s'il n'y a plus de questions. Merci, madame. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.